Je suis toujours étonné quand j'entends nos contemporains s'émerveiller d'eux-mêmes. En particulier, vous avez une expression qu'on entend toujours. Cette année, elle s'exprime ainsi: cela n'est pas possible en 2021. Ou comment cela est-il possible en 2021? L'an dernier, c'était en 2020, l'an prochain, ça sera en 2022. Sous-entendu, comme nous progressons de plus en plus, comme nous sommes de plus en plus intelligents, de plus en plus cultivés, comment est-il possible que de pareilles choses se produisent? Et pourtant, si ceux qui expriment ce genre d'opinion se donnaient la peine d'aller regarder un peu la littérature des siècles passés, et y compris dans l'Antiquité, ils verraient que l'Antiquité n'a rien à nous envier, bien au contraire. Et en particulier sur cette question dont on m'a demandé de vous entretenir, qui est celle des différents régimes politiques, de leurs évolutions, de leur dégradation. En effet, si vous regardez la pensée politique dominante aujourd'hui, elle est très simple, elle est même simpliste. Il y a un régime qui est bien, c'est la démocratie, tous les autres sont de mauvais régimes. Donc ça ne vaut pas la peine de regarder si dans un pays les gens mangent à leur faim, s'il y a des chômeurs, si le remplacement des générations est assuré. Non. Est-ce que c'est une démocratie? C'est bien. Est-ce que c'est pas une démocratie? C'est mal. Si le président va à la messe, c'est déjà un point négatif. Il vaut mieux à la limite qu'il soit athée, même si, je le répète, les conditions de vie sont épouvantables pour son peuple. Eh bien, cette pensée vraiment élémentaire et même caricaturale, si on entendait qu'on puisse appeler ça une pensée, il est bon de la confronter avec ce que nous disaient les anciens, et en particulier Aristote. Et là, on est frappé par la richesse de la pensée aristotélicienne, sur ce point en particulier, mais sur quantité d'autres. Et en préparant cette conférence, d'ailleurs, je me disais qu'on remplacerait toutes les études de sciences politiques, je crois que c'est 3 ans, ils ont 3 ans d'études pour avoir leur diplôme de sciences politiques, on remplacerait ça par l'étude de la politique d'Aristote. Eh bien, je crois qu'on y gagnerait très avantageusement. Parce qu'on a une politique qui est réaliste, qui est approfondie, et qui est, on pourrait dire d'une certaine façon, prophétique, parce que tout ce que dit Aristote, ça s'est vérifié dans la suite des siècles. Alors que nous dit Aristote, eh bien, il propose une classification des régimes politiques. Mais au lieu de faire une classification bête comme nous la faisons, c'est vrai que comme nous ne sommes plus très cultivés, on peut difficilement faire autre chose qu'une classification un peu bébête. Il se pose d'abord la question de savoir pourquoi le pouvoir politique. Pourquoi faut-il un pouvoir politique? Bien, il faut un pouvoir politique pour une raison très simple, qui explique notamment saint Thomas, disciple d'Aristote. Pour une raison très simple, c'est que les êtres humains sont divisés du point de vue de leur bien particulier. Et ils sont unis du point de vue du bien commun. Et donc, comme ils sont divisés du point de vue de leur bien particulier, ils ont tous tendance à aller vers leur bien particulier en négligeant le bien particulier des autres et le bien commun. Inversement, il faut qu'il y ait un responsable politique, peu importe la structure, on en parlera après, il faut qu'il y ait un responsable politique qui, lui, ait en vue le bien commun et essaye d'orienter tout le monde vers ce bien commun. Alors, pour prendre un exemple très simple, qui n'est pas du domaine politique, mais qui aide à comprendre les choses. Dans une entreprise, vous avez, pour simplifier, des salariés, un employeur. Du point de vue de leur bien particulier, ils sont divisés. C'est vrai que l'employeur, il a intérêt à réaliser un maximum de bénéfices. C'est vrai que les salariés, ils ont intérêt à avoir les salaires les plus élevés. Et c'est vrai d'ailleurs que parfois, en tenant compte des uns et des autres, on peut trouver quelque chose qui soit avantageux aux deux. Mais c'est vrai aussi que parfois, il peut y avoir des conflits. Eh bien, si on laisse chacun défendre son bien particulier, on a la lutte des classes. Et on en a vu les merveilleux résultats partout où elle a été appliquée. Si on a un bon patron qui respecte la justice, bien sûr, mais qui d'abord a en vue le bien commun de l'entreprise, il saura quelles augmentations il peut consentir, jusqu'à quel point il peut aller. Donc ça, je crois que cet exemple est bien à comprendre.
cette question de l'antagonisme entre les biens particuliers et le bien commun. Un autre élément aussi pourrait nous aider à bien comprendre, c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque je crois que rarement régime n'a été plus éloigné du bien commun que le nôtre. Puisque non seulement on satisfait tous les biens particuliers, mais même on satisfait des choses qui objectivement ne sont pas des biens particuliers. Simplement, on donne à chacun ce qu'il veut, j'y reviendrai. Donc, cette première classification entre des gouvernements qui ont en vue le bien commun, saint Thomas dit recte, des gouvernements droits, et des gouvernements qui n'ont pas en vue le bien commun, c'est la plus importante. Aujourd'hui, on somnubile plutôt sur la question du nombre. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui participent au gouvernement ou non ? Eh bien, ça, c'est une question secondaire. Elle n'est pas inutile. Et même pour la science politique, elle est capitale. Mais elle est secondaire, car, je le répète, il vaut mieux, par exemple, un roi qui assure le bien de son peuple, et globalement, disons-le, nos rois jusqu'à 1789, ils ont assuré le bien de la France, ils ont eu des défauts, ils ont parfois fait de grosses bêtises, mais globalement, le résultat est là, à la fin, la France est faite. Et puis, globalement, depuis, les choses se passent assez mal. La France a globalement reflué depuis cette date. La France, c'est clair, était le premier pays du monde en 1789. Aujourd'hui, elle est un tout petit élément, une puissance extrêmement moyenne. Le deuxième critère, alors c'est celui qui attire beaucoup plus l'attention de nos contemporains, c'est le critère quantitatif. Mais ce critère quantitatif, on l'a vu que pour eux, il est binaire. Ou bien c'est démocratique, ou bien c'est pas démocratique. Plus vous êtes démocratique, meilleur vous êtes. Moins vous êtes démocratique, pire vous êtes. Or, les Grecs, ils disent à peu près tous la même chose, en particulier Platon et Aristote, ils arrivent à cette réponse quand même assez simple que, et pourquoi d'ailleurs arrive-t-il à cette réponse assez simple, qu'ils regardent la Grèce. Et la Grèce a ceci de merveilleux, d'abord qu'elle est peuplée de gens qui sont très intelligents et très cultivés. Alors ils aiment bien faire des banquets, les Grecs, c'est vrai que c'est pas toujours leur meilleur côté, mais même quand ils font des banquets, ils parlent de philosophie. Ils ne sont pas toujours très moraux, mais au moins ils parlent de philosophie. Donc il reste toujours un certain niveau de réflexion. Et de ce niveau de réflexion, ils contemplent leur pays, et du fait que ce pays est un pays accidenté, il y a toutes sortes de... Enfin, il y a quantité de petites cités, et par l'effet de l'histoire, des différentes politiques des uns et des autres, il y a toutes sortes de régimes. Et donc autour d'eux, ils voient des démocraties, des aristocraties, des monarchies, et quantité d'autres choses. Et donc, quand ils commencent à réfléchir sur la politique, ils regardent. Et au lieu de dire c'est bien parce que c'est démocratique ou c'est pas bien parce que c'est démocratique, au moins les plus intelligents d'entre eux se disent voyons ce que ça donne concrètement. Et puis, comme ils ont l'esprit de classification, ils réalisent que finalement, le pouvoir peut être exercé soit par une personne, on va dire la monarchie, c'est ce que veut dire le pouvoir d'un seul, soit par quelques personnes, ça c'est quelque chose qu'on oublie toujours aujourd'hui, alors que c'est sans doute l'essence de notre régime, on en reparlera, soit par quelques personnes, soit par un grand nombre de personnes. Et chacun de ces types de régimes, il le montre, a des avantages et des inconvénients. Nous, aujourd'hui, on part du principe que s'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire de la politique, nécessairement, c'est avantageux parce que quand il y a un problème qui se pose, tous les gens discutent, et puis il y a des tas de solutions qui apparaissent, et puis évidemment, on choisit la meilleure. Je vous pose la question, est-ce que c'est votre impression après des décennies et des siècles de démocratie ? Le peuple est-il apte à déterminer ce qui est bon ? Alors, on pourrait penser qu'il est apte à déterminer ce qui est bon pour lui, puisque finalement, c'est sur lui que les conséquences vont s'appliquer. Ça, c'est le gros argument en faveur de la démocratie, c'est de dire les gens, ils vont, dans la mesure où ils vont décider pour l'État, ils vont décider dans l'intérêt de tous, puisque chacun va décider dans son intérêt à lui. Sauf que, comme on l'a dit il y a un instant, les biens particuliers des uns et des autres, en admettant que ce soit vraiment des biens particuliers, ces biens particuliers ne coïncident pas nécessairement avec le bien général. D'abord parce qu'il y a des questions extrêmement complexes. Je ne parle même pas de la politique étrangère, mais qu'est-ce qui comprend la politique étrangère dans notre pays ?
Vous me direz qu'elle est en plus incompréhensible. Mais même dans un pays qui a une bonne politique, qu'est-ce qui peut la comprendre, cette politique étrangère? Mais même sur une question très simple. Moi, je prends un exemple qui m'est personnel. Je m'empresse de dire en commençant que je ne suis pas un génie. Vous l'avez sans doute remarqué. Mais il y a quelques années, pas mal, quelques décennies même, on m'a chargé de faire un cours sur la crise. Moi, comme j'étais économiste de formation, au départ, j'ai pensé qu'on voulait que je parle de la crise économique. Et la personne qui me donnait le cours m'a dit non, regarde la crise en général. Eh bien, dans l'après-midi, j'ai découvert, c'était dans les années, fin des années 70, milieu des années 70, j'ai découvert dans l'après-midi qu'il y avait une crise démographique. Et que qui disait crise démographique disait un certain nombre de conséquences. La première de ces conséquences, c'était le problème des retraites. Donc, un gars qui n'était absolument pas démographe, qui regardait une heure ou deux la question, il voyait tout de suite le problème. Eh bien, on pourrait penser que le peuple a vu ce problème. Il y avait des gens qui cherchaient à alerter le peuple. En particulier, je pense à Michel Debré, qui était l'apôtre inlassable de la démographie française. Il disait, il faut absolument que nous ayons plus d'enfants et tout et tout. Eh bien, personne n'a été alerté. Et le sous-produit de cela, c'est non seulement le problème des retraites, mais aussi le problème de l'immigration. Si on y réfléchit un peu, on le voit. Et d'ailleurs, il y a une sorte de signe, c'est que cette immigration, elle correspond à peu près en nombre à notre dénatalité. C'est fascinant, mais c'est ainsi. Et le peuple n'a rien vu venir. Et le peuple a préféré vivre dans son confort et se désintéresser de cette question. Donc, si on analyse les choses d'une manière plus scientifique, si on prend les différents régimes possibles, on a vu qu'il y a deux critères. Il y a un critère qualitatif, c'est un gouvernement qui gouverne en vue du bien commun, ou non. Et puis un critère quantitatif, il y en a un qui gouverne, quelques-uns qui gouvernent, et il y en a beaucoup qui gouvernent. Eh bien, si vous croisez ces deux critères, 2 fois 3, 6, vous avez 6 régimes possibles. Les régimes droits, les régimes légitimes, Aristote et Platon aussi les appellent respectivement la monarchie, l'aristocratie, et le troisième terme est un peu difficile à traduire, mais généralement c'est la moins mauvaise traduction, la République. Pour opposer justement République et démocratie, on va en reparler. Donc d'abord, la monarchie, un seul gouverne, en vue du bien commun. Ensuite, l'aristocratie, et au passage, la racine, Aristoi, ce sont les meilleurs. Et c'est ce qui caractérise l'aristocratie par rapport à un autre régime. Les meilleurs qui gouvernent. Pas très nombreux, évidemment, puisque ce sont les meilleurs. Et enfin, la République, cette idée, res publica en latin, c'est facile à comprendre, c'est l'intérêt commun, la chose publique. En revanche, quand celui qui gouverne, et c'est peut-être le même, qui à un moment donné gouvernait en vue du bien commun et ensuite abandonne cette vision du bien commun, quand celui qui gouverne abandonne cette vision, eh bien les régimes se dégradent, la monarchie devient la tyrannie. Pourquoi ? Parce que celui qui gouverne ne cherche pas le bien des gouvernés. Or, on l'a bien compris, la finalité du régime, c'est cela. C'est pour ça qu'on parle de régime légitime. La finalité d'une institution, c'est d'être conforme à sa destination. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'enfants légitimes. Il y en a de moins en moins aujourd'hui, mais c'est toujours vrai quand même. Pourquoi ? Parce que quand on se marie, c'est pour avoir des enfants. Et si on veut avoir des enfants, il faut se marier. C'est bête de dire ça. Aujourd'hui, c'est quasiment révolutionnaire et peut-être même délictueux, mais c'est ainsi. Bon, voilà ce qu'est une institution légitime, ordonnée à sa fin. Le pouvoir ordonné à sa fin, il est ordonné au bien commun. Le roi qui gouverne dans l'intérêt des gouvernés, c'est vraiment un monarque, au sens aristotélicien du terme. En revanche, s'il gouverne pour lui, s'il ne cherche que son intérêt, j'allais donner un exemple, mais à vrai dire, il serait trop nombreux. Eh bien, un roi qui ne gouverne que pour lui, eh bien, c'est un tyran. Ensuite, l'aristocratie, les meilleurs gouvernent. Régime légitime. On verra que tous les régimes ont des avantages. Eh bien, si ceux qui sont le petit nombre à gouverner se mettent à gouverner pour lui, ou si ceux qui sont en petit nombre et qui gouvernent ne cherchent pas l'intérêt commun, c'est ce qu'on appelle une oligarchie. Ça, c'est vraiment d'actualité. Oligarchie, d'ailleurs, on parle des oligarques. On parle toujours en Russie, vous observerez, jamais en France. Donc, l'oligarchie,
c'est donc quelques personnes qui gouvernent dans leur intérêt propre. Généralement, c'est le gouvernement des riches. Ils sont peu nombreux, ils sont riches, et ils cherchent à être encore plus riches. Vous savez, comme dans le tatoué là, avec Louis de Funès. Ce que je veux, c'est toujours plus riche. Donc, ils veulent être plus riches, s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir. Et inversement, d'une certaine façon, la République, quand la majorité gouverne non plus dans l'intérêt du pays, mais dans son intérêt propre, et comme la majorité, ordinairement, ce sont des pauvres, il y a tout un ensemble de développement chez Aristote sur ce point, eh bien, ces pauvres, ils vont gouverner pour eux, donc ils vont gouverner contre les riches. Or, un État, même si ça doit choquer tel ou tel d'entre vous, il a aussi besoin de pauvres. C'est ce que montre bien Aristote, il faut les deux. Il ne faut pas que les pauvres gouvernent contre les riches, pas plus que les riches gouvernent contre les pauvres. Donc, si chacun comprend qu'il faut faire sa part à tout le monde, c'est une république. Si les gens ne le comprennent pas et si la majorité impose sa volonté aux autres, eh bien, c'est une démocratie. Et vous observerez d'ailleurs que ce mot démocratie, sous la plume d'Aristote, il est négatif. C'est un régime perverti, non recté, comme dit saint Thomas. Alors, je disais que chaque forme de ces régimes a des avantages et des inconvénients. Je n'ai pas le temps de les évoquer tous, mais prenons quelques exemples. La monarchie, elle a un avantage certain, c'est l'unité de conception et d'action. Le roi, il voit le problème qui se pose à son État, il cherche une solution, il l'applique. Donc c'est un gros avantage. Il y a d'autres avantages, par exemple le secret, certains politistes insistent là-dessus. L'avantage, c'est que le roi, il peut préparer, notamment en matière diplomatique, c'est très important, préparer les choses, mais pas seulement en matière diplomatique. Je pense, par exemple, nous ne connaissons plus là aujourd'hui, la dévaluation. Quand on faisait une dévaluation, il fallait faire très attention que les membres du gouvernement ne soient pas informés, parce qu'autrement, tout le monde allait jouer contre la monnaie pour essayer de gagner quelques sous au passage. Donc, ce sont des avantages effectifs de la monarchie, et je répète que ça n'a pas si mal marché quand on fait le bilan de la monarchie, surtout qu'on n'a pratiquement jamais eu de rois qui étaient géniaux, on a eu quantité de rois qui ont fait des bêtises, et pourtant, au bout du bout, ça a quand même bien marché. L'aristocratie a un gros avantage, c'est la sélection des élites. Dans un État, il y a des élites, elles sont en nombre limité, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle des élites, et l'avantage donc de l'aristocratie, c'est qu'on peut choisir ces gens, les sélectionner, les faire travailler ensemble. L'avantage de la République, il est certain, c'est qu'il peut y avoir une certaine coïncidence entre l'intérêt des personnes et l'intérêt de l'État, puisque c'est le grand nombre, mais surtout, le gros intérêt de la République, c'est qu'on associe au pouvoir un grand nombre de gens. C'est aussi pour ça que souvent des pouvoirs ont développé les pouvoirs locaux, les autorités décentralisées, parce que ça permet à beaucoup de gens à s'intéresser. Je pense à une réflexion très juste de Tocqueville, qui n'était pas très démocrate. Et il disait justement, il faut qu'il y ait des autorités locales, il faut qu'il y ait des collectivités locales pour que les gens vraiment prennent conscience de l'intérêt politique, qu'ils deviennent des citoyens. Ce que dit encore Aristote, et saint Thomas le reprend sur ce point, c'est que quand les régimes se dégradent, eh bien, les régimes purs qui sont purs, c'est une expression aristotélicienne, purs ou légitimes ou droits, comme dit saint Thomas, quand ces régimes se dégradent, eh bien, le meilleur des régimes devient le pire. Parce qu'a priori, le régime qui a le plus d'avantages, c'est la monarchie, en théorie. Et donc, la monarchie, qui est en tant que régime légitime le meilleur des régimes politiques, quand il se dégrade, il devient la tyrannie, c'est le pire des régimes. Mais inversement, dit Aristote, eh bien, la République, qui est plutôt le plus médiocre des bons régimes, lorsqu'il y a dégradation, lorsque le régime perd de vue le bien commun, c'est finalement celui qui est le plus supportable. Et la preuve qu'il a raison, c'est que ça fait 150 ans que ça dure chez nous. Ce régime n'arrête pas de se dégrader, pourtant on le supporte. Pourquoi ? Parce que finalement il est plus supportable que les autres. Je ne pense pas qu'on aurait supporté aussi longtemps une tyrannie. Alors, voilà brièvement présenté la vision aristotélicienne, un critère quantitatif, un critère qualitatif. La combinaison des deux donne 6 formes de régime politique, 3 qui sont donc légitimes,
Et la sottise de notre époque, c'est de ne pas reconnaître cela. Une mauvaise monarchie, c'est une tyrannie, elle n'est pas légitime. Mais une bonne monarchie, elle est légitime, bien sûr. Elle peut être à un moment donné bien préférable à une démocratie. Donc, ils ont fait cette classification. Je crois qu'il est fort utile de s'en rappeler. Et surtout, il est fort utile de se rappeler que l'essentiel, c'est la question du bien commun. Et c'est ça qui doit être notre boussole. La question, à la limite, n'est pas la forme de régime, y compris le régime démocratique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il a un gros inconvénient au départ, c'est une démocratie. Mais en plus, c'est une démocratie au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire une démocratie au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire un régime dans lequel on ne cherche pas le bien commun. Et regardez vraiment autour de vous, en lisant votre journal le matin, ou si vous regardez la télévision, tous les jours, on voit à quel point on méprise le bien commun. Il s'agit simplement d'acheter des clientèles électorales en vue de se maintenir au pouvoir. Il n'y a plus aucun souci du bien commun. Alors, voyons à présent, dans une deuxième partie, voyons à présent comment on peut appliquer ces critères qui sont un peu théoriques au départ. Je précise ici une grande différence entre Aristote et Platon. Platon, c'est un esprit un peu nébuleux, un esprit très élevé, mais un peu nébuleux, qui contemple les idées dans le ciel des idées, et qui a globalement, je parle sous le contrôle des philosophes, qui a globalement une méthode déductive. Il pose des principes, il en déduit un certain nombre de choses. Aristote avait une formule, je trouve extrêmement touchante. Il dit « ce sont les faits qui m'ont instruit ». Alors, on trouve chez Aristote aussi des réflexions générales, comme chez Platon, mais médecin, fils de médecin, c'est un pragmatique. Un bon médecin, c'est pas quelqu'un qui vient avec des idées toutes faites. Il vous regarde, il vous ausculte, il pose un diagnostic et, en fonction de la maladie que vous avez, il vous soigne. Eh bien, Aristote a procédé comme ça, en médecin, par rapport aux questions politiques. Et il a fait quelque chose que Platon n'avait pas fait, à ma connaissance. Il a fait l'étude approfondie de toutes les constitutions de son époque. Je crois qu'il en a étudié 158. 158 constitutions. Alors, il y avait les différentes cités de la Grèce, mais pas seulement. Il y avait aussi des groupes de cités, etc. Malheureusement, ces études ont été perdues. Heureusement, il nous en est resté une partie dans la politique, puisque dans la politique, il prend beaucoup d'exemples des différentes constitutions. Et après avoir présenté de manière très simple ce tableau à 6 cases que je vous ai décrit, il commence à analyser les différents régimes politiques dans la pratique. Alors ça, je ne vais pas le faire. Pourquoi ? Parce que je pense que ça ne vous intéresserait pas, parce que si je vous parle des différents régimes en Grèce au IVe siècle avant Jésus-Christ, je ne pense pas que ça va vous intéresser. En revanche, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'appliquer la méthode aristotélicienne à notre histoire, à nous. Notre histoire qui commence avec la Gaule. Je vais faire un tout petit encart ici, un tout petit insert, si le président me le permet, pour dire un mot de la Gaule quand même. Ce n'est pas exactement mon sujet, mais en y pensant, j'ai trouvé que ça valait le coup de vous le dire. Vous savez qu'aujourd'hui, on condamne beaucoup le colonialisme. Ça fait partie des crimes contre l'esprit, la politique, tout ça, les crimes contre l'humanité. Eh bien, nous avons été décolonisés, nous autres Gaulois. Nous avons été décolonisés, et pourtant, l'époque où nous avons été colonisés, ça a été une des périodes les plus merveilleuses de notre histoire. Et donc, c'est que la colonisation n'est pas un mal absolu, déjà. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la Gaule romaine a connu cette période d'apogée ? Eh bien, parce qu'il y a eu la rencontre de 3 phénomènes. Il y a d'abord un grand peuple. Et je me souviens de Régine Pernoud, qui est une historienne du Moyen-Âge, mais elle en avait marre d'entendre toujours dire que les Gaulois, c'était rien du tout, qu'ils avaient été civilisés par les Romains et tout et tout. Et elle a fait un album qu'elle a publié avec des photos des œuvres des Gaulois. Puis il y avait quelques textes pour montrer tout ce qu'ils avaient inventé. Ils ont inventé le tonneau, entre autres. Donc c'est quand même une innovation qui n'est pas négligeable. Mais c'est pas que ça, le pantalon, quantité d'autres choses. Mais si vous lisez cet album, vous verrez que c'était vraiment des gens superbes, ces Gaulois. Ils n'avaient qu'un seul défaut, qu'on a toujours un peu, c'est qu'ils étaient toujours divisés. Et d'ailleurs, surtout nous, qui sommes vraiment les héritiers des Gaulois, toujours divisés entre nous, ça c'est notre mal congénital.
un grand peuple, de bonnes institutions, ça c'est vrai que c'est les Romains qui nous ont apporté ça, de bonnes institutions, et surtout, là on revient au sujet, la vraie religion. Si vous avez un grand peuple, de bonnes institutions et la vraie religion, eh bien vous avez la Gaule romaine. Malheureusement, ça s'est arrêté avec la chute de l'Empire romain. Et là, donc, j'arrive à la France et je retrouve notre sujet. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'histoire de France qui illustre ce que dit Aristote? Et après lui, saint Thomas. D'abord, l'histoire de France, elle est séparée clairement par la date de 1789 pour quantité de raisons, mais entre autres pour une raison institutionnelle, c'est que jusqu'à 1789, les institutions, j'allais dire, évoluent peu. Non, elles évoluent beaucoup, mais très lentement. Le Français qui naît, quand il meurt, 30, 40, 50 ans après, les institutions en principe n'ont pas changé. En revanche, le gars qui commence à réfléchir à la politique en 1789, il voit changer pratiquement les choses tous les jours. Donc vous avez une période de stabilité dont je vais parler en premier, puis après on verra les enseignements qu'on peut tirer de la deuxième période, cette période d'instabilité. Pour ce qui est de la période de stabilité, l'élément essentiel de stabilité, c'est la royauté. Depuis le début de la France, vous avez eu la royauté en France. Alors cette royauté, elle a revêtu des formes très différentes, avec en particulier 3 dynasties qui se sont succédées. Alors je rappelle à ceux qui ont appris l'histoire, leur cours d'histoire, aux autres sans doute j'apprends quelque chose. Donc 3 dynasties, les Mérovingiens, parce que leur ancêtre s'appelait Mérové, mais le plus illustre des Mérovingiens, c'est Clovis, les Carolingiens, avec évidemment Charlemagne, et les Capétiens. Eh bien, ce qui est commun à ces 3 dynasties, c'est qu'elles sont toutes liées, plus ou moins, mais de manière permanente, à l'Église. Et pourquoi cela est important? Parce que ce que je vous ai montré dans la première partie, c'est que ce qui fait un gouvernement légitime, c'est le fait qu'il recherche le bien commun. Eh bien, être lié à l'Église, c'est un moyen très sûr de rechercher le bien commun. Comment on va le démontrer? Je passe sur Clovis, qui a été baptisé, simplement pour une petite remarque en termes chronologiques, Clovis, il est baptisé en 496, c'est-à-dire 20 ans après la chute de l'Empire romain. Il ne s'est pas passé des siècles. Hein. Donc à peine l'Empire romain tombe, paf, la monarchie chrétienne est déjà installée. Mais j'en viens aux Carolingiens parce qu'il y a plus d'enseignements à en tirer. Les Carolingiens, ils ont un problème de légitimité. Alors, de légitimité, cette fois un peu dans un autre sens, on parle d'un roi légitime dans la mesure où c'est celui qui est désigné comme roi en vertu des règles de dévolution de la couronne. C'est un problème un peu... Il y a une certaine ambiguïté dans le vocabulaire, mais on ne va pas faire trop de vocabulaire. Mais donc, ce n'est pas le roi légitime en ce sens que les Carolingiens, ils ont usurpé la place des Mérovingiens, au moins dans un premier temps. Comment d'ailleurs l'ont-ils usurpé? Grâce à l'assentiment du pape. Ils ont demandé, Charles Martel a demandé au pape, il a dit, qu'est-ce qui doit gouverner? Est-ce que c'est le Mérovingien ou est-ce que c'est moi? Et le pape Zacharie a répondu, celui qui doit avoir le titre de roi, c'est celui qui exerce la fonction royale. Donc il a validé cette usurpation. Donc on voit le lien entre l'Église et le bien commun, puisque ce faisant, il a assuré le bien commun en permettant à la France de survivre avec un roi non contesté. Mais de manière plus permanente, et pour la même raison, les Carolingiens vont introduire le sacre. Et le sacre a 2 fonctions au moins. La première fonction, c'est qu'il apporte des grâces, exactement comme les autres sacrements. Enfin, on peut discuter du point de savoir si c'est un sacrement, je me mets là sous l'autorité de plus compétents que moi. Mais le sacre est censé apporter des grâces à celui qui exerce la fonction royale. Tout comme le mariage apporte des grâces. Et je suis émerveillé d'être resté marié si longtemps, quoique j'ai une épouse absolument délicieuse. Mais tous les jours, j'éprouve, et elle plus encore, tous les jours, j'éprouve ces grâces du mariage.
De même que le chrétien baptisé éprouve les grâces. Ces petits-enfants qu'on nous raconte, qui sont martyrs et tout, qui préfèrent mourir dans les pires tourments plutôt que de renier leur foi, ce sont les grâces du baptême. Donc ça, on oublie trop. Et c'est important par rapport à ce qui a été dit dans une conférence précédente. On néglige l'aspect religieux. Souvent on dit ouais, il ne faut pas mélanger la religion et la politique. Mais si, il faut mélanger la religion et la politique. Parce qu'on ne peut pas avoir un bon roi, et plus encore, je serais tenté de dire, on ne peut pas avoir un bon président de la République s'il n'a pas un minimum de grâce. Et à la limite, si on veut un président de la République, oui, mais encore faudrait-il qu'il soit sacré pour recevoir ces grâces. Concernant l'abbé Beauvais pense que ça mettrait des étincelles si on mettait l'huile sainte sur certains fronts présidentiels. Je le vois très dubitatif. Donc, le sacre a un autre intérêt, et en particulier en monarchie, c'est qu'il désigne de façon incontestable le roi. Et d'ailleurs, Jeanne d'Arc, qui est un génie politique, et là on voit bien que ça lui vient d'en haut, parce qu'elle n'avait pas fait ni Sciences Po, ni l'ENA. Eh bien, dès qu'elle a le pouvoir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emmène le roi se faire sacrer. Pourquoi? Parce que dès qu'il est sacré, il est le roi. Et d'ailleurs, il est déjà le roi par rapport à lui, puisque lui-même avait un doute sur sa propre légitimité. Donc, utilité du sacre. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur les Carolingiens, en particulier sur Charlemagne, qui est, on a parlé de la Cité de Dieu tout à l'heure, qui est un fervent, c'est son livre de chevet, la Cité de Dieu, il veut pratiquer, il veut mettre en œuvre sur la terre la Cité de Dieu. Eh bien, ce faisant, simplement parce qu'il est bon chrétien, eh bien, il recherche le bien commun. Donc on voit, encore une fois, qu'il ne faut pas opposer politique et religion. La religion aide à pratiquer une bonne politique. De même que pour un citoyen ordinaire, pour un homme, une femme, des enfants ordinaires, le fait d'être de bons chrétiens, aide à vivre correctement leur vie d'homme, de femme, d'enfant. Le seul problème de ces deux premières, en tout cas le problème majeur de ces deux premières dynasties, c'est qu'elles n'avaient pas une bonne loi de dévolution de la couronne. Et pourquoi ça? Parce que c'était des Germains. Alors j'aime beaucoup les Germains, mais en l'occurrence, quand ils arrivent chez nous, ces bons francs, ils n'ont pas la culture politique des Romains. Les Romains, ils ont déjà compris quelque chose comme l'État. L'État, on a déjà du mal à faire comprendre ce que c'est aux étudiants de première année, mais alors imaginez faire comprendre ça à des Gaulois et plus encore à des Francs. Donc ils n'ont pas cette idée donc, de ce qu'est l'État, de la continuité de la fonction royale. Pour eux, le pouvoir, c'est une propriété. Donc ces Francs qui arrivent chez nous, avoir un royaume, c'est être propriétaire d'un royaume. Donc quand il meurt, eh bien, le royaume est partagé entre les fils. Pas entre les filles, parce qu'il n'y a pas encore de féministes chez eux, mais on partage entre les fils le royaume. Et ça, c'est une catastrophe, parce qu'à chaque décès, le royaume, il est coupé en morceaux, et ça fait des gens qui se tirent dans les pattes, et même parfois pendant 1000 ans, puisque les petits-fils de Charlemagne sont au nombre de 3. On va couper le royaume de Charlemagne en 3 bandes nord-sud. Ça va donner en gros à gauche, enfin à l'ouest, la France, à l'est, l'Allemagne, au milieu, la Lotharingie, et on va passer 1000 ans à se faire des guerres, chacun voulant récupérer un bout de la Lotharingie. Donc on voit que cette règle de dévolution de la couronne, elle était abominable. Eh bien, le coup de génie des Capétiens, qui est plutôt, là encore, un coup du bon Dieu, c'est d'avoir changé la règle de dévolution de la couronne. Et d'avoir dit que ça serait le fils de papa, oui, comme avant, mais ça ne serait pas tous les fils, ça serait le fils aîné. Et comment cela s'est fait? D'une façon très naturelle et, si j'ose dire, très religieuse. À savoir que Hugues Capet élu roi, puisque le premier Capétien est élu, et donc il a aussi des problèmes de légitimité, donc il trouve une première légitimité dans l'élection, une seconde dans le sacre, toujours le mariage entre la politique et la religion, entre l'Église et l'État. Donc Hugues Capet, il se dit qu'il aimerait bien que son fils lui succède, et donc il fait élire son fils presque aussitôt, Robert le Pieux. Et non seulement il le fait élire roi, mais il le fait sacrer roi. Ce qui dit, s'il est élu, on pourra le contester, mais s'il est sacré, on ne pourra pas le contester. Et effectivement, on ne contestera pas Robert. Et pendant 2 siècles, les Capétiens vont faire élire et sacrer leur fils de leur vivant. Et au bout de 2 siècles, on arrive à Philippe Auguste. Lui, il a régné 43 ans, il ne se pose même plus la question, et c'est le fils aîné qui lui succède.
Donc on avait une règle de dévolution de la couronne qui avait beaucoup de défauts. Cela a été corrigé grâce à l'élection par les Capétiens et surtout par le sacre qui leur a permis de garantir la continuité. Une fois de plus, on voit comment la religion a été très importante. Et quand on pose la question pourquoi les régimes se dégradent-ils, eh bien précisément parce qu'ils ont perdu de vue cet aspect essentiel qui est la religion. Alors, il y aurait beaucoup de à dire encore sur ce qui s'est passé par la suite, toujours à l'époque monarchique. Je voudrais m'arrêter que sur un point, faute de temps. C'est l'évolution vers l'absolutisme. Alors, c'est vrai que dans nos milieux, on regarde souvent l'absolutisme de manière très positive, pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que l'absolutisme a été théorisé par Bossuet. Excusez du peu, en plus, la politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte, c'est une pure merveille, ça. Ça peut être votre livre de chevet, ça devrait être le livre de chevet de tous les hommes d'État encore aujourd'hui. Donc, il a écrit un livre absolument admirable, et c'est vrai que chez nous, Bossuet, c'est la référence. Et puis, il y a une autre référence, c'est Maurras. Car non seulement Maurras est partisan de la monarchie, mais il est partisan de la monarchie absolue. En outre, dans nos milieux, quand on regarde la Révolution, on se dit que ce qu'il y avait avant, et en l'occurrence c'était la monarchie absolue, c'était quand même beaucoup mieux. Mais est-ce qu'il est tellement sûr que la monarchie absolue, ce soit la meilleure forme de monarchie? Telle n'est pas l'opinion de saint Thomas. Saint Thomas est plutôt favorable au régime modéré. Et d'ailleurs, au passage, une remarque qu'on peut faire, c'est que très vraisemblablement, cette évolution en France vers l'absolutisme a été une conséquence du protestantisme. Parce que le protestantisme, en divisant les chrétiens, a affaibli l'Église catholique. En outre, ces guerres de religion entre catholiques et protestants, ça a amené le roi à se trouver en position d'arbitre. Et donc, tout naturellement, il a pris de plus en plus d'influence, il s'est mis à dominer l'Église. Et l'Église qui jusqu'alors était un contre-pouvoir à la personne royale. On a beaucoup cherché après 89 la séparation, mais on avait une forme qui arrivait au même résultat que cette séparation, et en beaucoup mieux. C'était d'un côté le pouvoir politique et de l'autre côté le pouvoir religieux. Donc, est-ce que cet absolutisme, finalement, était si bien que ça? Eh bien, je ne vous donnerai pas de réponse, chacun peut avoir la sienne. Mais simplement, ce qu'il faut observer, c'est que ce régime était beaucoup moins absolu que ce que l'on dit. Quand on lit les grands auteurs, en particulier Aristote, Cicéron et quelques autres, on voit que leur préférence va plutôt au régime mixte. Ça, c'est une idée qui est très séduisante. On a vu que la monarchie a des avantages, on a vu que la démocratie peut en avoir certains, l'aristocratie, d'où l'idée de combiner tous ces régimes de manière à réunir tous les avantages. Vous me direz qu'on risque aussi de réunir tous les inconvénients, sans doute. Mais Aristote montre d'ailleurs que le régime qu'il préfère, lui qu'il appelle la politeia, et qu'on traduit nous par république, en fait, il peut être le résultat de la conjugaison de deux formes dégradées du régime politique. Donc, comme quoi deux formes dégradées peuvent donner une forme heureuse de la politique. Donc, je disais que les meilleurs gouvernements, pour beaucoup d'auteurs, sont des gouvernements mixtes. Mais si vous regardez attentivement l'Ancien Régime, il présente certains caractères d'un gouvernement mixte. Parce que vous avez certains rois très puissants, c'est entendu. Mais vous avez aussi une aristocratie. Vous avez la noblesse. Alors c'est vrai que Louis XIV l'a pas mal domestiqué en l'habitant à Versailles, en la surveillant. Mais quand même, il y a des nobles qui écrivent un certain nombre de choses, qui se révoltent pas, mais qui résistent au roi. Et surtout, vous avez une aristocratie qui est la noblesse de robe, avec ses parlementaires qui entravent l'action du roi. La démocratie a existé même un temps dans la monarchie, c'était l'époque des États généraux, puisque dans les États généraux, on trouvait y compris des élus populaires. Précisément, c'est vrai qu'à la fin de l'Ancien Régime, il n'y en a plus de réunion des États généraux, puisque chaque fois qu'on les réunissait, c'était des troubles. Mais à la fin de l'Ancien Régime, quand même,
on trouve dans l'entourage du roi essentiellement des roturiers. Tous les grands ministres, pratiquement, ce sont des roturiers, très rarement des nobles, dont les rois se défient. Donc, on pourrait dire que finalement, cet ancien régime était beaucoup moins absolu. Et c'est vrai que quand on le compare avec celui de Napoléon, par exemple, il est infiniment moins absolu. Passons à la période post-révolutionnaire. Qu'est-ce qui est grave dans cette période et en quoi va-t-elle nécessairement conduire à la dégradation des régimes? Alors parfois il y aura des réactions salutaires, parfois qui pourraient être un peu durables, mais globalement toutes les choses se passent mal à partir de 89. Pourquoi? Précisément, et ça il faut bien le comprendre les uns et les autres, parce que c'est ce qui justifie notre action. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on veut une action politique et religieuse? Parce que notre problème vient de la séparation du politique et du religieux. On peut discuter de la part de l'un et de l'autre, des relations de l'un et de l'autre, du pouvoir politique et du pouvoir religieux, mais on ne peut pas en faire l'économie, sauf à sacrifier le pays dans son ensemble. Alors, si vous regardez la Révolution de 89, elle est tout entière dans la déclaration de 89. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se prosternent devant. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils la représentent toujours sous les formes des tables de la loi. Ils ont effacé le décalogue et ils l'ont remplacé par la Déclaration des droits de l'homme, qui est exactement le contraire. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, disait le décalogue. On ne pourra pas t'empêcher de ceci, on ne pourra pas t'empêcher de faire cela. Et pour ce qui est du pouvoir politique, deux choses. Mais ils disent l'essentiel, ils ont tout compris. Évidemment, ils sont, si j'ose dire, bien inspirés. Ils ont tout compris, les révolutionnaires. Article 3. Le pouvoir n'est pas sacré, le pouvoir ne vient pas de Dieu. Je n'ai pas le temps de développer, mais lisez cet article 3. Tout est fait pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Rarement formule juridique ne fait aussi catégorique que celle-là. Il ne peut pas y avoir de pouvoir qui vienne de Dieu. Et deuxième article important, l'article 16, les pouvoirs doivent être séparés. Pourquoi les pouvoirs doivent être séparés? Parce que le pouvoir est mauvais. Or, si le pouvoir vient de Dieu, il n'est pas mauvais. Dieu ne nous a pas donné un pouvoir politique qui est mauvais. On l'a vu en commençant. Aristote l'avait déjà compris. Le pouvoir politique, il existe pour nous permettre d'aller tous vers le bien commun. Donc le but, ce n'est pas d'entraver le pouvoir politique. Éventuellement, il faut le régler, ça c'est clair. Mais considérer qu'il faut opposer au pouvoir le pouvoir parce que le pouvoir est intrinsèquement mauvais, c'est quelque chose qui est totalement faux. Alors, ceci nous amène, je suis obligé de passer très vite, mais à cette période républicaine que j'évoquais en commençant. 150 ans pratiquement de République, avec, quand on se retourne, on est effaré par ce qu'on voit. C'est-à-dire que quand on lit, chaque fois quand vous lisez les républicains de la génération d'avant, vous dites, mais ils étaient bien, ces types-là. Ben, ils étaient bien par rapport à ceux de la génération d'après. Mais ils étaient abjects par rapport à ceux de la génération d'avant eux, justement. C'est-à-dire que vous avez une dégradation de génération en génération. Et ça aboutit à un nouveau régime politique qu'on pourrait appeler la macroncratie, c'est-à-dire le pouvoir de Macron. Alors, ce pouvoir de Macron, comment peut-on le décrire? Eh bien, c'est « je donne tout à tout le monde ». D'ailleurs, il nous a prévenus, parce que quand il a fait sa campagne électorale, c'était toujours en même temps. En même temps, je vais réduire la fiscalité. Et en même temps, je vais dépenser davantage. En même temps, je vais restaurer la fonction présidentielle. Et on invite les rappeurs à l'Élysée. Je vais devenir jupitérien. Il est devenu disque jockey. Mais... Et donc... si vous voulez, tout cela est vraiment consternant. Et donc, quel peut être notre rôle face à cela, face à ces quelques réflexions que j'ai développées devant vous? Eh bien, par où est-ce que cela a péché? Eh bien, ils ont fui le bien commun partout. Que devons-nous faire? Rechercher le bien commun partout. Et au passage, d'ailleurs, une idée qui me vient en vous parlant, c'est rechercher le bien commun. J'y faisais une petite allusion tout à l'heure. C'est déjà rechercher l'amitié entre nous. Moi, j'ai le privilège d'avoir milité 55 ans, environ un peu plus. Et depuis 55 ans,
j'ai passé beaucoup plus de temps avec des gens qui venaient dénoncer les autres, qui venaient faire des petites magouilles, etc. Dire lui, il a dit ceci sur toi, lui, il veut pas faire ceci et tout et tout. Ayons ce que, je crois que ce sont les jésuites, appellent le préjugé favorable. A priori, quand on vient vous dire du mal de celui qui combat à vos côtés, et surtout d'ailleurs quand celui qui vient vous le dire est un ennemi, ne l'écoutez pas. Faites éventuellement une petite prière pour le délateur et peut-être aussi pour celui qu'on vous a dénoncé et allez de l'avant. Cherchons partout le bien commun et si nous voulons réussir, il faut que nous le cherchions ensemble. Merci.